journée, la dernière journée de VAP Expo. Merci à tous d'être ici. Journée de VAP Expo qui est sur le point des conférences en fait orientée sur tout ce qui est la partie tout simplement consommateur, cette partie fumeurs, les fumeurs qu'on a oublié, qu'on a laissé sur le trottoir et on a envie de parler aujourd'hui du matériel. Bon, alors pour parler du matériel, aujourd'hui on a Sébastien avec nous du laboratoire LFEL. Donc nous avons aussi Roberto Fernandez aujourd'hui qui a un shop en fait qui est à la VAP de Lille, donc à Nantes. Nous avons aussi Laurent Caffarel qui est avec nous et qui est à Sovap et qui fait partie en fait du board de Sovap, le trésorier exactement. Et avec nous, comme toujours, sans le présenter, le magnifique Jacques Lewezek, donc qui nous a fait une super présentation hier sur toute la partie nicotine. Et aujourd'hui, cette partie matérielle, elle est très importante car, comme on le disait, dédiaboliser la nicotine, c'est quelque chose de très important. Mais par contre, voilà, la vape, ça a toujours été un mariage. C'est de la nicotine, mais c'est aussi un device. Et un device, un matériel, malheureusement, ça ne peut pas balancer 70 watts sur de la nicotine parce qu'en fait, ça crame tout. Et Sébastien, j'ai envie de te poser la première question qui va te venir directement. C'est la nicotine, elle se comporte comment quand on la chauffe? Alors, la première question est très intéressante. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'études qui montrent que la nicotine se dégrade ou quoi que ce soit. Elle est vaporisée a priori, elle est vaporisée a priori homogènement avec le liquide. Donc, c'est-à-dire que tu vaporises 1 ml avec une concentration de 8 mg par millilitre de nicotine, tu vas retrouver la même concentration dans les émissions. Donc, ça, c'est une première chose. Et, pardon, oui, c'est la première fois. Et du coup, après, voilà, il n'y a pas d'études qui montrent que la nicotine se dégrade. Donc, il n'y a pas à l'heure actuelle d'études comme le PG, VG peuvent se dégrader. Il n'y a pas la même chose pour la nicotine. Mais après, au niveau matériel, c'est quoi les principes? Aujourd'hui, on a des analyses, en fait, on est obligé de faire des émissions, la phase liquide, etc. Quelles sont aujourd'hui vos inspirations de protocole, en fait? Est-ce que vous vaporisez sur du 70 watts lorsque vous faites des analyses ou est-ce que vous êtes sur des choses qui sont assez classiques, pour être très clair? Non, en fait, c'est une très bonne question. Actuellement, dans les comités de normalisation, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu sur la définition d'un protocole de génération d'émissions. Et pour ça, il faut d'abord comprendre comment vape le vapoteur et donc définir quel comportement il a, quel profil d'inspiration il va avoir, quel débit il va inspirer, quelle quantité de vapeur il va inhaler. Et ça, c'est tout un tas de paramètres qu'il faut étudier. Et donc pour ça, au LFEL, nous avons monté des outils qui permettent à l'heure actuelle d'enregistrer le comportement du vapoteur et du coup qui nous permet à nous de pouvoir ressortir des groupes d'individus qui ont des comportements caractéristiques. Typiquement, on a mesuré le comportement de gens en boutique, plutôt des gens primo-excédents. Et donc là, on fait la même expérience sur un salon, on retrouve plutôt des gens qui ont un comportement expérimenté. Et on différencie qualitativement deux groupes de gens. Les gens qui vapent avec leur bouche et les gens qui vapent avec leurs poumons. Ici, on a beaucoup de gens qui vapent avec leurs poumons, mais en boutique, il y a beaucoup de gens qui vapent avec leur bouche. Et c'est une des premières choses que l'on fait au LFL. Et après, on est capable, nous, d'injecter tout ça dans les comités de normalisation, de dire un vapoteur un peu lambda, il a ce type de profil, et la génération d'émissions doit plutôt se faire avec quelque chose qui est réaliste, et donc plutôt avec ce type de profil, ou ce type de profil. Alors merci Sébastien. D'ailleurs, on va parler un petit peu d'expérience sur le terrain. Jacques, tu fais des formations, il me semble, justement sur quel taux de nicotine apporter, comment se comporte un fumeur, quel est le type de matériel à proposer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en fait vis-à-vis de ce matériel, s'il te plaît? Alors oui, je fais des formations, mais je fais aussi surtout des consultations en boutique. C'est-à-dire que je travaille en boutique des journées entières et je prends en main des débutants. Et j'ai donc acquis cette expérience de terrain qui est très importante. Ce dont je me suis rendu compte de façon empirique, c'est que le matériel a énormément évolué, mais il a évolué uniquement pour les vapoteurs confirmés. Et le matériel nécessaire aux débutants, lui, a très peu évolué. On est passé de LIGO avec un T2, avec une vapeur relativement chaude, une résistance proche de la bouche, etc. On est passé sur des systèmes avec des résistances en bas du réservoir, qui sont très bien, sauf que pour les débutants, finalement, on a très peu de matériel. Sorti du GSR, du Nautilus 2,
Il n'y a pas beaucoup d'atos qui sont réellement faits pour un débutant. Pourquoi? Parce qu'un débutant, il a besoin d'un tirage serré, le plus proche possible de la cigarette. Si vous donnez à un débutant un atomiseur qui est trop aérien, il va s'étouffer tout simplement. Parce que déjà, il ne sait pas vaper. Il va falloir lui apprendre à vaper. Une bouffée de vape, c'est minimum 3 secondes. Ça doit être plus long qu'une bouffée de cigarette. Il faut laisser le temps déjà à l'appareil de produire de la vapeur. Il faut faire en sorte que la bouche soit bien remplie parce que la glycérine va faciliter l'inhalation et va faire que ça sera moins irritant. Il ne faut pas oublier une chose, j'en ai parlé hier, c'est que dans tous les tabacs, il y a du menthol. Il est là pour anesthésier la gorge du fumeur qui est irritée. Et que tant qu'elle est irritée, la vape est désagréable. Donc il faut passer cette période-là. Et le fumeur ne peut la passer que s'il a un appareil et un liquide adapté. Ça veut dire un appareil avec un tirage relativement serré et un liquide fortement dosé en nicotine, le plus fortement qu'il puisse supporter. Mais de toute façon, malheureusement, je le constate parce que je vois des gens venir dans les boutiques où j'interviens et qui ont été démarrés ailleurs, qui arrivent avec du matériel qui n'est pas adapté, avec des liquides qui sont trop bas en nicotine et qui galèrent à supprimer les dernières clopes. Donc ça, c'est quelque chose de primordial et je voudrais inciter absolument les professionnels, et c'est le but de notre journée aujourd'hui. Ces conférences, elles sont faites pour vous, les professionnels. Donc j'espère qu'il y en a qui vont venir et qui vont venir écouter ce qu'on a à dire. Et on n'est pas les seuls à le dire. C'est un mouvement qui est international. Nous avons ici Phil Bussardo et Dimitri Agrafiotis. Ils ont exactement le même discours que le mien. Et il faut absolument qu'on avance et que les fabricants de matériel et que les fabricants de liquides suivent ce mouvement. Je suis depuis hier soir en train de tester un nouveau produit, enfin c'est sorti depuis quelque temps de chez Inokin, qui est relativement correct, avec un tirage un peu serré. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu un nouvel ato avec un tirage pour fumeurs débutants. Là, on a des nouveaux systèmes qui arrivent avec une nicotine légèrement différente. C'est la même molécule, sauf qu'au lieu d'être sous forme basique, sous forme liquide, elle est à l'origine sous forme de cristaux de sel. Et ça permet une absorption en fait qui est beaucoup plus facile à faire. C'est-à-dire qu'on peut vaper du 20 mg quasiment sans le sentir. Donc ça peut, voilà, ce sont des évolutions intéressantes. Plus on aura de systèmes de ce type-là qui va permettre d'aborder les différents types de fumeurs, n'oubliez pas une chose, chaque fumeur est différent. Chaque personne qui rentre dans votre boutique, vous ne pouvez pas appliquer la même recette à tout le monde. Il faut passer minimum 3 quarts d'heure avec un débutant. Il faut savoir comment il fume, qu'est-ce qu'il fume, quelles sont ses habitudes. Et c'est uniquement en ayant toutes ces données-là que vous allez pouvoir choisir c'est lui qui va choisir son liquide, mais choisir le taux de nicotine adapté, le type de matériel adapté. Il se peut de temps en temps que vous ayez un fumeur qui ait besoin d'un tirage plus ouvert. Ça arrive, c'est très rare, mais ça arrive surtout chez les gros fumeurs. Et à ce moment-là, on peut envisager par exemple un cubis chez un débutant, mais c'est très rare. La majorité du temps, il va falloir quelque chose avec un tirage relativement serré. Donc ça, j'encourage vraiment les professionnels, les fabricants à aller dans ce sens-là. Le développement pour les vapoteurs confirmés, il n'y a pas de souci, qu'on continue. Si on pouvait remonter un petit peu les résistances, faire en sorte que, au lieu de mettre sur le marché un matériel avec uniquement des résistances en 0,2 et 0,3, si on pouvait offrir aux vapoteurs une gamme de résistance, par exemple, et que l'atomiseur puisse marcher aussi bien avec une résistance en subohm qu'avec une résistance autour d'un ohm, voire à 1,5, bah, ça sera encore mieux. Parce que malheureusement, on a beaucoup de mal à trouver. Il y a des atos qui marchent très bien. Il y a le Hello de Ilif, par exemple, sans faire de publicité particulière. Je trouve cet ato tout à fait correct, sauf que les résistances sont en 0,2 et 0,3. Donc, il n'y a même pas du 0,5 et je ne vous parle même pas du 1 ohm ou 1,5. Donc là, les professionnels, les fabricants et les distributeurs qui font finalement la sélection,
Hein, c'est les distributeurs qui peuvent aussi influer. Et puis vous, les boutiques, faites remonter les infos. Faites en sorte que les distributeurs vous proposent des produits qui vont vous aider à faire arrêter les gens de fumer. Donc voilà, c'est pour toute la profession. Et il faut vraiment bouger et aller dans ce sens. Et surtout avoir à nouveau du produit pour primo-accédants. Merci Jacques. Ça me permet de rebondir justement. Alors, je vois des box un petit peu sur cette table. Et je vois aussi ce genre de produit. Roberto, toi qui es sur le terrain finalement au charbon avec les gens qui ont envie d'arrêter de fumer, qui passent ta boutique, je pense que tu as vu depuis de longues années en fait le matériel évoluer, voir des box qui balancent des watts à mort avec des gros atomes en sebaume, etc. Bon, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ce type de matériel, à savoir des matériels qui permettent d'avoir une diffusion de nicotine avec des sels de nicotine, sont plus ou moins l'avenir de la vape, étant donné qu'il y a 10 ans, si tu te rappelles bien, ce genre de produit, en fait, c'était du Made in Big Tobacco. Tout ça, on lui chiait à la gueule. Tout ça, on lui disait, on n'en veut pas. Parce que techniquement, c'est censé être un produit tabac. Alors que techniquement, aujourd'hui, aux États-Unis, si vous prenez ce type de produit qui diffuse en fait des sels de nicotine, c'est des produits qui permettent aux gens aujourd'hui d'arrêter de fumer et surtout qui ne consomment quasiment rien en termes d'énergie, qui tiennent une journée avec des potes de 2 ml. Ok, c'était pédérédit, mais ça fonctionne. Quel est finalement cette vraie différence aujourd'hui? Est-ce que c'est des produits qu'on doit plébisciter ou est-ce qu'on doit rester sur ce type de choses? Comment on avance là-dessus? Bonjour et comment on avance là-dessus? Là-dessus, on peut avancer. J'ai fait un peu exprès de prendre des grosses box, mais après avec des valeurs de résistance différentes, réglées. Et comme disait Jacques, tout ça, c'est la découverte du client. Là, vous avez quelque chose de très serré, de Nautilus. Et ce type de produit, je pense que ça va être super intéressant pour pouvoir faire arrêter les gens de façon beaucoup plus facile. Étant donné que le sel de nicotine enlève le hit, efface le hit et permet d'apporter beaucoup plus de choses aux fumeurs, c'est-à-dire la nicotine, ce qu'on cherche. Après cette évolution, moi je la vois comme un super pied à l'étrier par la suite pour basculer peut-être, une fois que la personne est sevrée, vers ce type d'engin que nous on a parce qu'on est confirmé. Et après je dirais que aujourd'hui je vais taper sur 2 personnes. Un, les fabricants de liquide. Parce que souvent, c'est pas parce que je te regarde, je t'aime bien, mais faire monter l'info. Les fabricants de liquide qui souvent s'arrêtent à 12 mg de nicotine. Ça serait bien de nous fourguer et nous donner des 18 et des 19, 6 et des 20 mg de nicotine, on peut. C'est pas illégal. Ils réussissent à le faire avec du sel de nicotine, donc pourquoi pas avec les liquides normaux. Et 2, effectivement, ce que disait Jacques, le matériel, le choix du matériel aujourd'hui est de plus en plus restreint pour les débutants. Là, dernièrement, effectivement, on voit une espèce de deuxième vie aux produits des primos. Mais on est souvent resté sur des GSRM, avec des e-sticks, avec des trucs, des Nautilus. Donc ces produits-là, je pense que ça peut être un bel avenir et un super beau pied à l'étrier. Ouais. Est-ce que tu penses que la diversité des produits aujourd'hui est un frein justement à la lutte contre le tabac en fait avec la vape? Parce que finalement, quand on rentre dans un shop, on se rend compte qu'on a 10 box, 50 résistances différentes, 40 milliards de liquides. Est-ce qu'aujourd'hui, penser qu'un produit doit être pas normalisé, mais un petit peu plus accessible en fait chez tout le monde avec peut-être les mêmes consommables toujours disponibles, le même produit toujours disponible, quelque chose un petit peu de standardisé. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faudrait avancer, aller un peu plus loin à ton avis? Je pense qu'il va falloir le faire de toute façon, pour une simple et bonne raison et qui revient à ce que Jacques disait. Aujourd'hui, on le voit. Moi, je le vois à la boutique tous les jours. Énormément de gens arrivent avec du matériel, des gens qui fument un paquet, voire 2 paquets de cigarettes, des picots, des Mélo 3 en 0,3 de résistance, 3 mg de nicotine. Et tout ça, c'est parce que nous aussi, en boutique, souvent le boulot n'est pas bien fait. Et on ne passe pas le temps nécessaire à découvrir la personne. Donc normaliser ce type de produit pour vraiment être efficace, c'est quand même notre but. Il ne faut juste pas que nous, on oublie en boutique qu'on est juste là pour aller chercher des fumeurs, quoi, et les faire sortir de là. Donc si des produits comme ça peuvent nous aider à sortir des fumeurs tous les jours et leur mettre le pied à l'étrier à la vape, bien sûr, allez-y. Allez-y et mettez-en partout, quoi. En fait, finalement, ça me permet d'avoir un petit peu cette réflexion en fait, en me disant, hier on a parlé de nicotine, aujourd'hui on parle de matériel.
Après, finalement, les réglages, la nicotine qu'on utilise, on s'en fout en fait, parce qu'à la base, en fait, c'est la personne qui propose. Et ça me permet, Laurent, de te poser la question, parce que Laurent, bien que tu sois trésorier de Sovap, je sais aussi que tu fais partie de la Team VAP, l'équipe VAP sur le groupe Je ne fume plus, qui est un groupe en fait très hétérogène, qui traite un petit peu tous les sujets, qui n'omet pas en fait la partie nicotine patchée, etc. Et en fait, au final, on arrive encore, comme hier, sur le conseil. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Comment tu as envie de réagir vis-à-vis de ce type de matériel, vis-à-vis de ce type d'approche? Alors, de manière synthétique, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'au niveau du matériel, comme l'a dit Bob, comme l'a dit Jacques, on se retrouve aujourd'hui avec des gens qui arrivent tous les jours sur le groupe Je ne fume plus, avec du matériel style Alien 220, TFV8, TFV12, et qui va en 3-6 mg alors qu'ils étaient à 2 paquets par jour, en gros, voire 15-20 roulés. Donc là, c'est le double encore. Et malheureusement, ces gens-là viennent, ils ont la présence d'esprit de venir poser la question. Parce que ça, c'est aussi un phénomène, c'est que très très souvent, les gens finalement qui passent sur ce type de matériel sont souvent entraînés par l'entourage parce qu'ils ont des copains qui vapent, qui font des gros nuages, etc. Et ils ont essayé, ils se disent pourquoi pas si ça peut m'aider à quitter le tabac. La problématique que ça pose, c'est que ils n'ont pas envie d'en parler autour d'eux parce que, en gros, je passe pour un con, je suis un neuneu, j'y arrive pas. Et ils ont la chance de pouvoir venir sur un groupe fermé pour pouvoir dire justement ce qui se passe. Écoutez, voilà, j'ai essayé, ça fait une semaine, ça fait 8 jours et j'arrive pas à supprimer la clope du matin et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là que des gens, dont certains dans l'assistance, comme Kathleen, toi, d'autres, on arrive effectivement à essayer de leur faire comprendre que, ok, on peut aimer les gros nuages, ok, on peut aimer la sensation de remplissage des poumons, etc. Mais que malheureusement, si on veut vraiment se sevrer du tabac, on a besoin de la nicotine. Il viendrait à personne à l'idée de se coller un scotch sur le bras en disant avec ça, je vais arrêter de fumer. Les patchs, s'il n'y avait pas de nicotine, ça ne marcherait pas. Déjà que ce n'est pas très efficace, donc faut être clair. Donc ce qu'on conseille souvent à ces gens-là, c'est que effectivement, s'ils aiment le tirage aérien, s'ils aiment le remplissage des poumons, s'ils aiment le visuel du gros nuage et ainsi de suite, il faut 2 setups. Il faut un setup pour débuter qui va permettre effectivement de passer du 18 ou du 16 parce que malheureusement, et là je rejoins Bob et je me tourne vers on a du mal à trouver des liquides pour les débutants. Et sans déconner, je sais qu'aujourd'hui c'est la journée des pros, alors pensez-y parce que vous avez un marché de geeks qui est environ d'1,5 million et vous avez 13 millions de fumeurs qui vous attendent devant la porte. 13 millions de fumeurs. Moi je ne sais pas, si j'étais commerçant dans la vape, je pense que c'est un marché qui m'intéresserait. Le sel de nicotine, je peux en parler aussi parce que j'ai ma femme qui souffre de BPCO emphysème, problème cardiovasculaire dû à 30 ans de tabagisme, que Jacques a fait arrêter d'ailleurs grâce à la vape. Pour elle, avec une capacité pulmonaire réduite, le problème c'est que c'est une ancienne grosse fumeuse. Elle a besoin de beaucoup de nicotine, mais malheureusement ça la fait tousser. Encore aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi qu'elle vape. Le sel de nicotine en 20 mg, en gros, c'est comme si on vapait du 6 mg à 6 watts, 8 watts. Donc, on n'a pas la contraction du larynx qu'on peut avoir effectivement avec le dosage qui est dans le pod. Et alors après, il faut que le matériel évolue au niveau des batteries et ainsi de suite. Il faut peut-être faire des choses un petit peu plus glamour, un petit peu geek. Je pense qu'il faut intéresser tout le monde. Mais c'est une piste, effectivement, qui est intéressante. C'est du matériel qui est petit, qui est léger, qu'on peut glisser dans la poche, qu'on peut avoir en soirée. C'est pas forcément très glamour non plus de se balader avec ça quand on va en soirée avec des gens qui sont non-fumeurs et qui ne vapent pas non plus. Donc je pense qu'il faut penser à tout le monde. Le matériel aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Moi, je vape beaucoup sur Mecha, sur Dripper, donc c'est du matériel que je connais. Je pense qu'on a tous une vape différente, comme disait Jacques, et les fumeurs sont tous différents aussi. Il faut du matériel pour tout le monde, mais les plus demandeurs aujourd'hui et ceux qui n'ont pas malheureusement le matériel en magasin, c'est le fumeur qui rentre dans une boutique de vape et qui dit voilà, moi j'ai entendu parler de la vape, je voudrais arrêter de fumer. Et le problème, c'est que quand on regarde le matériel, on voit énormément de matériel pour les gens qui sont déjà très confirmés. Et on ne peut pas passer... Moi, je suis capable de vaper du 18 dans un dripper. Je peux vaper du 18, même j'ai vapé du jugement dernier d'Anakin sur dripper à 75 watts. Hier, je tousse pas. En 5 ans, je suis devenu indifférent au taux de nicotine dans mes liquides. Je vape aussi bien en 0 qu'en plus de 20. Donc à aujourd'hui, il faut juste que les patrons de shop se disent, à la limite, pourquoi ne pas faire un espace débutant avec du matériel dédié
et de pouvoir orienter vraiment. Et puis franchement, j'ai eu l'occasion malheureusement de passer dans quelques shops et quand je vois le niveau de conseil qui est donné, je veux dire, on se croit dans un supermarché, quoi. C'est tu prends ça, tu passes à la caisse et puis voilà. Et si le type revient pas, c'est pas grave. Sauf que dans les shops que je vois qui fonctionnent bien, comme celui de Bob, je vais pas lui faire de pub, mais parce que je l'aime bien et je sais comment il travaille, je vois les gens rentrer, je vois le temps qu'ils passent en conseil sur le matériel, à faire essayer, à montrer comment on vape, parce que ça c'est le plus gros problème. Quand les gens ne savent pas vaper, systématiquement ils toussent. Donc on appuie sur le switch, on attend une seconde que ça commence à vaporiser, on aspire 3 à 5 secondes, on relâche le switch, on continue d'aspirer la vapeur résiduelle et après on inhale dans les poumons et on expire. Je veux dire, c'est pas compliqué, ça prend 2 minutes à expliquer, on démontre, on fait essayer et là, miracle, ça marche. Donc prenez le temps et pensez au matériel. Je veux dire, Jacques a parlé du matériel là. Il y a plein de matériel, mais c'est du matériel ancien. On n'a pas de développement. Alors, en parlant de matériel, justement, Sébastien, je vais te ressolliciter. Il y a 10 ans, on avait des matos, sincèrement, qui n'étaient pas du tout aboutis. Hein. Je me rappelle encore tirer sur mes cigarettes électroniques, faire mes revues, passer pour un débile, en disant « Ouais, ça fait plein de vapeur » avec un tout petit nuage qui sortait. Il traîne une rumeur que le LFEL aurait l'équation de la vape. La fameuse. La fameuse. Et en fait, la vraie question, c'est vis-à-vis de cette évolution, comment vous avez fait évoluer vos outils justement pour pouvoir proposer vos analyses ? En fait, donc, vraiment la complexité, c'est de s'adapter au marché qui va très très vite, et surtout le marché de geek qui évolue extrêmement vite. Et donc l'analyse derrière change au fur et à mesure, donc c'est pas simple tous les jours. Ça demande de l'adaptabilité, de la réactivité. Et c'est ce qu'on essaye de faire le plus rapidement possible, d'être le plus efficace possible. Mais ça demande un peu de patience et d'études de marché, de voir comment les gens vapent, quel matos ils utilisent. C'est pour ça qu'on essaye de prendre un peu de temps, d'aller en boutique pour vraiment voir le vapoteur qui est aussi celui qu'on ne voit pas ici malheureusement. C'est la personne qui commence, le néo-vapoteur. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être au maximum actif sur à la fois le comportement des gens, donc la partie boutique, mais aussi sur la partie normalisation, la partie recherche, pour justement comprendre comment fonctionnent tous les matériels. Vous arrivez à rationaliser un comportement ? Oui. En fait, ce qui ressort, donc c'est les études qu'on propose là-bas. Quand on enregistre le comportement des gens, on arrive à voir visuellement la différence entre une vape de bouche et une vape de poumon. Déjà en termes de volume inhalé, il y a une grande différence, mais aussi au niveau du temps de puff et du débit inhalé. C'est-à-dire qu'une personne qui va vaper avec sa bouche ne va pas inspirer aussi fort que vous pouvez vaper parce que le matos est très aérien, que vous vapez avec vos poumons, donc vous ouvrez très rapidement la gorge, le larynx, vos poumons, alors que le néo-vapoteur qui vape avec sa bouche est plus timide. Et ça se quantifie en fait. Il y a des différences de paramètres qui sont importantes réellement. Et il y a 2 groupes qui se distinguent réellement. Les néo-vapoteurs, ils sont quantifiables. On va sortir une étude assez prochainement sur notre site où on présentera les résultats de boutiques et des 2 salons dans lesquels on a pu mesurer le comportement des gens. Et on illustrera bien cette différence. Et ça s'observe, ça se quantifie. Merci Sébastien. Jacques. J'écoute Sébastien et en fait j'écoute aussi Roberto et Laurent et on parle de comportement, on dit qu'il y a une vape pour un tel parce qu'il faut s'intéresser finalement aux personnes. Il y a aussi des personnes qui vont arriver à des endroits en fait, qui vont entrer dans des shops parce que malheureusement ou heureusement la cigarette électronique est un produit de consommation courante disponible chez des buralistes, disponible aujourd'hui dans des magasins spécialisés, disponible sur internet, disponible dans des supermarchés. Et concrètement, ce serait quoi le produit de demain en fait, pour que la personne elle arrive, elle le prenne et même sans conseil, à la limite que ça puisse déjà, ne serait-ce qu'avoir un petit peu d'impact. Comment on peut avoir une approche en fait qui permet déjà de toucher, ne serait-ce que la personne qui se pose des questions et qui attrape quelque chose pour se dire je la mets pas à la poubelle, je quitte mes cigarettes et je commence à avancer. Je crois que le produit dont tu parles n'existera jamais. Parce que le conseil, c'est absolument indispensable. Le fumeur, il a peur. Il a peur d'avoir mal. Il a peur d'arrêter parce qu'il a peur d'avoir mal. Et le fumeur, jusqu'à présent, il arrêtait dans la douleur. Et la révolution qu'a apporté la vape, c'est justement que pour la première fois dans l'histoire du tabagisme,
le fumeur peut arrêter dans le plaisir. La clé de tout ça, c'est le plaisir, c'est garder le plaisir qu'ils obtenaient avec la cigarette, parce que finalement, c'est le shoot de nicotine qui apporte ce plaisir. La récompense ? La récompense, bien évidemment. Mais la récompense, c'est quoi ? Le système de récompense, c'est quoi ? C'est du plaisir. Le système de récompense naturel qu'on a tous dans notre cerveau, il est là pour récompenser les comportements vitaux, les comportements qui permettent la survie de l'individu et de l'espèce. Donc, tu manges parce que tu as faim, tu es récompensé, tu as ta petite dose de dopamine. C'est la même chose quand tu as soif, c'est la même chose quand tu fais l'amour. Et toutes les substances addictives ou créatrices de dépendance, quelque part, ont cette capacité à produire du plaisir. Donc, il n'y aura jamais un produit qui fera que les gens vont rentrer dans une boutique, prendre le truc, ressortir, et puis c'est fini. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Le fumeur, il a des tonnes de questions. Il a tellement peur. Il a des tonnes de questions. Et c'est le moment qui est nécessaire, justement, qui va faire le déclic, qui va faire qu'il aura envie d'essayer, il aura envie de revenir, de reposer des questions, etc. C'est un long chemin, l'arrêt du tabac. Ça ne se fait pas dans un claquement de doigts. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions ? Des questions ? Bonjour. Oui, bonjour, Patrick Favrel, association CEF et Fédération Addiction. Anciennement, je travaillais beaucoup sur la stratégie commerciale. Ça veut dire que j'ai formé des milliers et des milliers de commerciaux. Et j'aimerais revenir là-dessus parce que Laurent est dans le bon film. La question du primo-accédant dans un store, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois l'accueillir comme une personne que je vais conserver en tant que client pendant 2, 3, 4, 5 ans. Ça veut dire que dès le premier entretien, je dois lui en donner pour ce fric-là. Je vous laisse les machines à calculer, d'accord, pour penser à ce que ça veut dire. Premier point. Deuxième point. Si on est sur le primo-accédant et si moi j'étais patron de boutique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mes vendeurs, s'ils sont sur du primo-accédant, ils ne vont pas être sur une vape de ouf, d'accord ? Ça veut dire qu'ils changent de matos très vite. Et ils ont un matos qui est le matos en fait qu'on va pouvoir lui proposer. Ça, c'est un premier point. Le second, il est fondamental. Avant de vendre quoi que ce soit, il faut écouter la plainte, premier temps. Deuxième temps, fondamental, quand j'écoute le fumeur, il va se donner toutes les raisons du monde qui fait qu'il ne peut pas arrêter. Tant que vous n'avez pas été au bout de ça, vous pouvez vendre que dalle. La vraie question, c'est celle-là. Donc ça me semble important. Et franchement, Michael, ôtez-vous de l'esprit du produit magique qui marchera à tous les coups. D'accord ? La question, elle ne se pose pas de cette façon-là. Ensuite, ça veut dire aussi un autre truc. C'est qu'avec tous les GIR qu'il y a aujourd'hui, je vais prendre mon exemple, il est très simple. Quand j'étais primo-accédant, en fait, j'avais un psychiatre qui m'avait dit que, bon, la cigarette, 2012, la cigarette électronique, c'était quand même un problème parce qu'il y avait un mec qui s'était fait briser toutes les dents. Je ne sais pas si tu vois le film, Addicto, le mec, psychiatre. J'ai accédé comment à la vape parce que simplement un ami, en fait, avait un matériel. Et qu'est-ce que j'ai fait ? C'est comme dans la cam, on a en fait un référent et j'ai fait comme lui. J'ai acheté le même matériel que lui. Mais vous imaginez bien que, bon, quand les mecs ils sont sur du DAB ou du machin comme ça, le primo-accédant, c'est une folie. Donc, il faut arriver... Moi, j'ai vu, contrairement à ce que certains disent, il y a vraiment des gens en boutique qui bossent très bien. J'ai vu vraiment des vendeurs et des patrons de boutique reprendre, en fait, le fumeur primo-accédant en disant « Ok, ton pote, il t'a proposé ce type de matériel, mais je vais te montrer, tu vas voir, tu vas le tester. C'est pas fait pour toi pour l'instant. » C'est vraiment une démarche à construire et c'est là-dessus, en fait, que vous pouvez gagner. Mais on n'est pas que sur la vente. Mon point de vue, il est fondamental. Je prétends aujourd'hui que le premier réseau de réduction des risques hexagonal, c'est les stores de la vape, nom de Dieu. Et il faut vraiment que vous en ayez conscience. Il y a un problème, pour moi, qui est de l'ordre de l'intégrité. C'est influencer en toute intégrité. Je veux dire, c'est aussi vendre des choses. Est-ce que, oui ou merde,
Big Pharma ou Big Tobacco ont des états d'âme à vendre leurs produits? Non. Donc je sens ce truc-là qui est... Parfois les professionnels, au niveau de la FIVAP par exemple, vous osez pas trop, vous restez un peu au bord de la piscine parce que vous pensez que vous dépassez votre rôle. Non, du tout, vous êtes en plein dedans. Merci pour ton discours. Je vais me permettre de réagir directement. Aujourd'hui, c'est un débat d'opinion et l'opinion que tu as, c'est une opinion que je partage en fait. Donc, pour être bien clair. Maintenant, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. C'est pour ça que je posais les questions à Jacques, justement, qui a répondu. Il n'y a pas de recette magique sur le matériel, il n'y a pas de recette magique sur le liquide. On l'a bien vu avec Roberto. En fait, c'est aujourd'hui du conseil, de l'accompagnement. On doit faire absolument du prosélytisme sur ce type de produit. Les shops sont aujourd'hui effectivement le vecteur le plus important en fait, de communication pour faire arrêter les gens de fumer. En fait, tout ce débat qui est autour du matériel, tout ce débat qu'on a eu autour de la nicotine, c'est juste d'éveiller un petit peu les gens en leur disant arrêtez de vous concentrer sur des produits qui vont être ultra boostés, qui font du 3 mg, arrêtez de vous concentrer sur des box qui balancent du 70 watts. Oui, il y a une clientèle pour ça, mais ce n'est pas la clientèle la plus importante. Ça a bien été dit tout à l'heure, peut-être qu'il y a 1,5 million de vapoteurs qui s'éclatent avec ce genre de produit, mais il y a 13 millions de mecs derrière et de nanas en fait qui sont sur le trottoir et c'est ces gens-là dont il faut s'occuper. Donc je rejoins à 200% ton opinion. Et je voulais rajouter juste un petit truc qui va dans ton sens. Quand je disais hier, et puis je l'ai répété, voilà, un fumeur qui rentre dans une boutique, c'est minimum une demi-heure, 3 quarts d'heure de prise en charge, etc. La question de l'achat du matériel, c'est le dernier point qu'on aborde. C'est la dernière chose. C'est les 5 dernières minutes. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'écouter ce que la personne a à dire en face. L'écoute, tu l'as signalé, c'est très important. Roberto ? Si je peux écouter, oui, accompagner aussi. Moi, parce que je le vis un petit peu au quotidien. Aujourd'hui, on est confronté, nous, en boutique, à des gens qui rentrent avec des Smoke 220, des TFV8. On reprend tout ça, bien sûr qu'on le reprend. Mais il ne faut pas non plus qu'on oublie, nous, que parce qu'on n'a pas écouté, parce qu'on a mal conseillé, parce qu'on a mal orienté, quand vous vendez un truc et que ça ne fonctionne pas, le mec, il le pose. Et tous ses potes qui sont fumeurs autour vous disent c'est de la merde. Et que nous, on doit réagir pas en tiroir-caisse, mais simplement à la pêche aux fumeurs. Et on est malheureusement peu. Les geeks représentent une partie méga visible. Et nous, les shops comme le mien, on passe pour des grands-pères de la vape. Le truc, il est qu'après, il faut qu'on l'assume. Moi, je l'assume d'être un vieux con qui essaye d'arrêter de fumer les gens, ouais. J'essaye, j'apporte ma pierre à l'édifice. Mais après, quand tu es obligé d'aller rechercher, c'est vachement plus difficile parce que le mec en boutique lui a dit avec du 3 t'arrêtes. Et toi, tu prends, tu lui dis non, tu vas me mettre du 18. Et là, il vous regarde avec des yeux en disant mais le mec, il est fou. Et après, vous vous ramassez des tas d'avis négatifs. Hein. Vous allez sur la page, j'en prends plein la gueule parce qu'apparemment, je suis un vieux grincheux qui reprend le bordel. Bah ouais, mais moi, je fais mon job. Alors après, voilà, c'est à nous de prendre conscience. Eux, fabricants de liquide, fabricants de matos, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même à nous d'écouter le besoin du client quand il rentre en boutique, parce que Jacques disait tout à l'heure, quand il rentre, il faut juste voir l'attitude des clients. Hein. Vous les emmenez en prison, hein, les mecs. Vous les emmenez au tribunal. Hein. Ils rentrent la tête baissée, c'est oh là 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 là, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi. Alors que, fin de compte, il va t'arriver que tu vas arrêter de fumer. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Après, si je peux réagir, déjà, je ne suis pas fabricant de liquide, hein. Moi je suis en tant que chercheur. Mais pour l'avoir vécu en boutique, il y a déjà toute une phase de conseil et d'éducation aux vapoteurs, aux fumeurs qui veulent se convertir, dans le sens où il y a encore une diabolisation de la nicotine. Des gens ont peur de la nicotine, croient que le tabac les tue parce que c'est la nicotine qui les tue, ce qui est faux. Et il y a une deuxième question qui les taraude, c'est le vapotage passif. Du coup, les gens sont un peu frileux de s'exposer, de vaper en lieu public, avec de l'entourage, et donc du coup ils osent pas. Et donc il y a tout un travail déjà de conseil à faire, d'éducation du vapoteur et peut-être des vendeurs en boutique sur ces points-là, pardon. Donc c'est, je crois, l'objet d'une des présentations après. Mais ça, c'est une grande première étape qui est très importante parce que c'est lui qui est
le premier vecteur de communication, de pub qu'on peut avoir. C'est lui qui va aller voir son entourage pour lui dire mais non, en fait, la nicotine, c'est pas dangereux, c'est pas ça qui nous tue dans le tabac, c'est toutes les merdes qu'il y a à côté. Et donc c'est un gros travail qu'il faut faire quand on est vendeur dans une boutique, c'est de dédiaboliser tout ça, de le rendre accessible, c'est ça, et d'en faire une source de plaisir, comme disait Jacques. C'est très important de voir la diversité de ce qu'on peut faire et de voir tout le plaisir qu'on peut avoir avec. Donc du coup, moi je clôturerai. Pardon. Oui, non, je voulais juste lancer un petit message à l'adresse principalement des distributeurs, des grossistes. Parce que voilà, moi je vis certaines journées en boutique, je vois ce qui se passe, etc. Voilà, essayez, les distributeurs, les grossistes, essayez quand vous rentrez du matériel, d'éventuellement de faire du crash test pour voir si effectivement ce matériel vaut le coup. Pourquoi pas avoir 2-3 boutiques qui sont des référents et qui vont vous dire, voilà, oui, vous pouvez y aller ou pas. Parce que le problème, c'est que quand vous rentrez du matériel comme ça, les gens, les boutiques vont en prendre 2 ou 3 pour faire du crash test, eux. Et puis, tiens, celui-là, il est bien, je vais en commander. Ah, mince, il n'y en a plus. Parce que les stocks, ils n'ont pas suivi derrière. Ou alors, il y a un nouvel atto. Ah oui, mais il n'y a pas toutes les résistances disponibles. Et c'est dommage parce que justement, moi, je voulais celle en 1.5 pour mes primo-accédants. Et puis, on rentre un nouvel atto, il faut attendre 6 mois pour avoir un Pyrex. Moi, j'ai une copine là que j'ai fait débuter sur un atomiseur. Ça fait 4 Pyrex qu'elle achète. Elle a cassé déjà 3 Pyrex. Et hier, elle m'a envoyé un texto en me disant « Bon, j'arrête de l'utiliser là tant qu'il n'y a pas des Pyrex disponibles. » Donc voilà, sur des choses comme ça, il y a vraiment du boulot à faire au niveau des professionnels, au niveau des distributeurs, des grossistes. Franchement, ça aiderait aussi les boutiques de pouvoir travailler avec du matériel, avec du suivi. En dehors de ce travail, je clôturerai là-dessus. Tu m'as un peu piqué ma clôture, mais c'est pas grave. Mais je clôturerai là-dessus. En dehors de ce côté de travail, vous êtes des professionnels, vous êtes tous là. On n'est pas philanthropes. Hein. On est tous là pour faire du blé aussi. On est là pour gagner de l'argent. Et en plus, on le gagne proprement. Putain, on aide les gens à arrêter de fumer. Donc j'ai envie de dire, arrêtez, en clôturant, de vous concentrer systématiquement sur cette population de geeks. Ne l'ignorez pas parce qu'elle est importante, parce qu'elle vous permet d'avoir un chiffre d'affaires stable. Développez aujourd'hui l'arrêt du tabac au sein de vos boutiques avec la vape. Vous fidéliserez, vous augmenterez vos chiffres d'affaires et en plus vous ferez du bien à la santé publique. Donc voilà, je voulais arrêter là-dessus. Merci beaucoup Sébastien, merci beaucoup Roberto, merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Jacques. Et on se retrouve tout à l'heure en fait à la prochaine conférence donc sur le rôle des boutiques vers une professionnalisation. Donc d'ici dans un quart d'heure, d'ici un petit quart d'heure. Et très bonne journée à tous. Et surtout n'oubliez pas les fumeurs, ne les laissez pas sur le trottoir. Merci. On est passé de LIGO avec un T2, avec une vapeur relativement chaude, une résistance proche de la bouche, etc. On est passé sur des systèmes avec des résistances en bas du réservoir, qui sont très bien, sauf que pour les débutants, finalement, on a très peu de matériel. Hein. Sorti du GSR, du Nautilus 2, il n'y a pas beaucoup d'attos qui sont réellement faits pour un débutant. Pourquoi ? Parce qu'un débutant, il a besoin d'un tirage serré, le plus proche possible de la cigarette. Si vous donnez à un débutant un atomiseur qui est trop aérien, il va s'étouffer tout simplement. Parce que déjà, il ne sait pas vaper. Il va falloir lui apprendre à vaper. Une bouffée de vape, c'est minimum 3 secondes. Ça doit être plus long qu'une bouffée de cigarette. Il faut laisser le temps déjà à l'appareil de produire de la vapeur. Il faut faire en sorte que la bouche soit bien remplie parce que la glycérine va faciliter l'inhalation et va faire que ça sera moins irritant. Il ne faut pas oublier une chose, j'en ai parlé hier, c'est que dans tous les tabacs, il y a du menthol. Il est là pour anesthésier la gorge du fumeur qui est irritée. Et que tant qu'elle est irritée, la vape est désagréable. Donc il faut passer cette période-là. Et le fumeur ne peut la passer que s'il a un appareil et un liquide adapté. Ça veut dire un appareil avec un tirage relativement serré et un liquide fortement dosé en nicotine. 8 mg par millilitre de nicotine, tu vas retrouver la même concentration dans les émissions. Donc ça, c'est une première chose. Et, pardon, oui.
C'est la première fois. Et du coup, après, voilà, il n'y a pas d'études qui montrent que la nicotine se dégrade. Donc, il n'y a pas à l'heure actuelle d'études comme le PG, VG peuvent se dégrader. Il n'y a pas la même chose pour la nicotine. Mais après, au niveau matériel, c'est quoi les principes? Aujourd'hui, on a des analyses, en fait, on est obligé de faire des émissions, la phase liquide, etc. Quelles sont aujourd'hui vos inspirations de protocole, en fait? Est-ce que vous vaporisez sur du 70 watts lorsque vous faites des analyses, ou est-ce que vous êtes sur des choses qui sont assez classiques, pour être très clair? Non, en fait, c'est une très bonne question. Actuellement, dans les comités de normalisation, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu sur la définition d'un protocole de génération d'émissions. Et pour ça, il faut d'abord comprendre comment le vapoteur, et donc définir quel comportement il a, quel profil d'inspiration il va avoir, quel débit il va inspirer, quelle quantité de vapeur il va inhaler. Et ça, c'est tout un tas de paramètres qu'il faut étudier. Et donc pour ça, au LFEL, nous avons monté des outils qui permettent à l'heure actuelle d'enregistrer le comportement du vapoteur, et du coup qui nous permet à nous de pouvoir ressortir des groupes d'individus qui ont des comportements caractéristiques. Typiquement, on a mesuré le comportement des gens en boutique, plutôt des gens primo-excédents, et donc là on fait la même expérience sur un salon, on retrouve plutôt des gens... La dernière journée de Vape Expo, merci à tous d'être ici. Journée de Vape Expo qui est sur le point des conférences, en fait orientée sur tout ce qui est la partie tout simplement consommateur, cette partie fumeurs, les fumeurs qu'on a oubliés, qu'on a laissé sur le trottoir, et on a envie de parler aujourd'hui du matériel. Alors pour parler du matériel, aujourd'hui on a Sébastien avec nous du laboratoire LFEL. Donc nous avons aussi Roberto Fernandez aujourd'hui qui a un shop en fait qui est à la Vape de Lille, donc à Nantes. Nous avons aussi Laurent Caffarel donc qui est avec nous et qui est à Sovap et qui fait partie en fait du board de Sovap, le trésorier exactement. Et avec nous, comme toujours, sans le présenter, le magnifique Jacques Lewezek, donc qui nous a fait une super présentation hier sur toute la partie nicotine. Et aujourd'hui, cette partie matérielle, elle est très importante car, comme on le disait, dédiaboliser la nicotine, c'est quelque chose de très important. Mais par contre, voilà, la vape, ça a toujours été un mariage. C'est de la nicotine, mais c'est aussi un device. Et un device, un matériel, malheureusement, ça ne peut pas balancer 70 watts sur de la nicotine parce qu'en fait, ça crame tout. Et Sébastien, j'ai envie de te poser la première question qui va te venir directement. C'est la nicotine, elle se comporte comment quand on la chauffe? La première question est très intéressante. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'études qui montrent que la nicotine se dégrade ou quoi que ce soit. Elle est vaporisée a priori, homogènement avec le liquide. Donc, c'est-à-dire que tu vaporises 1 ml avec une concentration de 8... Nicotine, le plus fortement qu'il puisse supporter. Mais de toute façon, malheureusement, je le constate parce que je vois des gens venir dans les boutiques où j'interviens et qui ont été démarrés ailleurs, qui arrivent avec du matériel qui n'est pas adapté, avec des liquides qui sont trop bas en nicotine et qui galèrent à supprimer les dernières clopes. Donc ça, c'est quelque chose de primordial et je voudrais inciter absolument les professionnels, et c'est le but de notre journée aujourd'hui. Ces conférences, elles sont faites pour vous, les professionnels. Donc j'espère qu'il y en a qui vont venir et qui vont venir écouter ce qu'on a à dire. Et on n'est pas les seuls à le dire, hein. C'est un mouvement qui est international. Nous avons ici Phil Bussardo et Dimitri Agrafiotis. Ils ont exactement le même discours que le mien. Et il faut absolument qu'on avance et que les fabricants de matériel et que les fabricants de liquides suivent ce mouvement. Je suis depuis hier soir en train de tester un nouveau produit, c'est sorti depuis quelque temps de chez Inokin, qui est relativement correct, avec un tirage un peu serré. Il y a très longtemps qu'on n'a pas vu un nouvel Atto avec un tirage pour fumeurs débutants. Là, on a des nouveaux systèmes qui arrivent avec une nicotine légèrement différente. C'est la même molécule, sauf qu'au lieu d'être sous forme basique, sous forme liquide, elle est... qui ont un comportement expérimenté. Et on différencie qualitativement deux groupes de gens. Les gens qui vapent avec leur bouche et les gens qui vapent avec leurs poumons. Ici, on a beaucoup de gens qui vapent avec leurs poumons, mais en boutique, il y a beaucoup de gens qui vapent avec leur bouche. Et c'est une des premières choses que l'on fait au LFL. Et après, on est capable, nous, d'injecter tout ça dans les comités de normalisation, de dire un vapoteur un peu lambda, il a ce type de profil,
Et la génération d'émissions doit plutôt se faire avec quelque chose qui est réaliste et donc plutôt avec ce type de profil ou ce type de profil. Alors merci Sébastien. D'ailleurs, on va parler un petit peu d'expérience sur le terrain. Jacques, tu fais des formations, il me semble, justement sur quel taux de nicotine apporter, comment se comporte un fumeur, quel est le type de matériel à proposer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en fait vis-à-vis de ce matériel, s'il te plaît? Alors oui, je fais des formations, mais je fais aussi surtout des consultations en boutique. C'est-à-dire que je travaille en boutique des journées entières et je prends en main des débutants. Et j'ai donc acquis cette expérience de terrain qui est très importante. Ce dont je me suis rendu compte de façon empirique, c'est que le matériel a énormément évolué, mais il a évolué uniquement pour les vapoteurs confirmés. Et le matériel nécessaire aux débutants, lui, a très peu évolué.